Bonsoir. Les faits divers sont heureusement rares, mais très choquants. Décapitation d'une infirmière et d'une aide-soignante à l'hôpital psychiatrique de Pau en 2004, une famille entièrement décimée par un de ses enfants en 2009, ou encore, il y a quelques semaines, un incendie criminel dû à une femme de 40 ans qui était retournée à son domicile parisien après avoir été hospitalisée plusieurs fois dans un de nos plus prestigieux hôpitaux psychiatriques. On arrête là cette liste morbide, mais pas le débat qui fait rage, autant dans le grand public que dans le corps médical et les professions de santé. Alors à mes côtés, le co-présentateur de cette émission, que vous commencez à bien connaître désormais, le docteur Nicolas Leblanc. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Jean-François. Alors un sondage a révélé que la moitié des Français ont un ou plusieurs proches touchés par une maladie mentale. Malgré cette proximité dans la même enquête, 45% des personnes interrogées pensent que les patients atteints de pathologies psychiatriques sont dangereux pour les autres. Alors nous avons voulu savoir quelle est la réalité de toutes ces informations et surtout quelles sont les conditions à tenir lors de la sortie de l'hôpital d'un malade psychiatrique sévère. Quels sont les traitements et les éléments d'alerte? Notre invité est le professeur Antoine Pellissolo, chef de service de psychiatrie au CHU de Créteil, un thérapeute largement sollicité par les médias grand public depuis quelques semaines. Alors Nicolas, vous êtes médecin de santé publique chez notre partenaire Vive. La folie, elle fait peur à un médecin non spécialiste? Peur, non, mais elle suscite beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Alors, quand je vous ai dit de venir à cette émission, vous m'avez dit, oui, bon, je viens parce que vous connaissez bien nos émissions, mais encore parler de la dangerosité des malades psychiatriques, vous trouvez que les médias en font trop ? Alors, c'est toujours bien de parler des troubles psychiques parce que c'est une réalité importante et complexe. Mais de ne l'aborder que sous l'angle de la dangerosité, c'est évidemment un peu difficile parce que ce n'est pas du tout rendre compte de l'ensemble de la réalité de ces troubles. Mais je peux comprendre aussi que pour le grand public et les médias aussi, des questions se posent, c'est sûr. Alors qu'on pourrait parler des pistes thérapeutiques, des guérisons, des rémissions, des succès, il y aurait beaucoup à dire, j'imagine. Bien sûr, beaucoup de choses à dire parce que d'une part, ça concerne énormément de personnes, vous l'avez dit, et qu'on a beaucoup de solutions quand même pour un certain nombre de situations. Alors il y a tout ce qui se passe mal, et c'est vrai que souvent on parle de ce qui se passe mal, mais il y a d'autres choses qui se passent bien, heureusement. Bon, on va commencer par savoir de quel malade parle-t-on, parce que quand on dit malade sévère, on n'a pas dit grand-chose. Ça veut dire quoi malade sévère en psychiatrie ? On a une classification qui distingue les troubles mentaux fréquents, anxiété, dépression, addiction fréquentes, et qui sont effectivement très fréquentes, plusieurs millions de personnes en France, des troubles mentaux sévères et persistants, c'est un peu le terme officiel, qui regroupent en deux mots la schizophrénie, le trouble bipolaire de l'humeur et parfois certains troubles de la personnalité, dont le diagnostic est un peu plus complexe et proche en fait des psychoses. C'est quand même beaucoup autour des psychoses. Alors, moi je veux bien, mais je vais vous donner un exemple. Le pilote d'avion de la Germanwings qui souffrait simplement d'une dépression extrêmement sévère et qui entraînait dans la mort 250 personnes parce que sa dépression était trop sévère. Oui. Donc on ne peut pas non plus rater cela. Bien sûr. Alors, quand je parlais de la schizophrénie et du trouble bipolaire, c'était les états qui peuvent être persistants quasiment toute la vie. Alors avec des épisodes, mais une maladie chronique. Il y a aussi des troubles de l'humeur qui font partie, qui sont assez proches des troubles bipolaires d'ailleurs, dans le cadre desquels on a des dépressions avec des symptômes psychotiques. Et je pense que son histoire évoquait ça. Ouais. Donc des périodes de psychose, avec des idées délirantes, des hallucinations, au sein d'une dépression. Il y a aussi ce qu'on appelle les bouffées délirantes, aiguës par définition, c'est de courte durée, qui peuvent avoir aussi des symptômes graves, mais proportionnellement c'est moins fréquent. Oui, allez-y. Et ça s'aborde un peu de la même façon, c'est-à-dire les diagnostics vont être sur un moment de l'évaluation, c'est un peu les mêmes symptômes que dans la schizophrénie parfois, et puis ensuite la prise en charge, c'est un peu la même chose. Ouais, vous allez dire que je m'accroche à cet exemple-là, mais enfin, le monde de la psychiatrie se sentait pas très bien après l'accident, parce qu'il aurait quand même dû être largement dépisté, ce garçon. Oui, alors c'était pas en France, hein, c'était en Allemagne. Ça y est, vous allez vous débotter sur les Allemands, c'est pas très gentil ce que vous êtes en train de faire. Non, bien sûr. Non, mais, et surtout, on manquait quand même d'éléments plus concrets, mais de toute façon, des accidents, je pense que il en arrive partout. C'était un diagnostic visiblement très complexe, parce que d'une dépression au départ assez classique, ça a mal tourné vers quelque chose qui était un drame, avec ce qu'on appelle un suicide altruiste probablement, c'est-à-dire des gens qui veulent se suicider, mais en menant les autres
dans leur chute, en l'occurrence. Alors, on parlait d'un chiffre tout à l'heure, 50% des Français seraient au contact de malades psychiatriques. Est-ce que c'est un chiffre qui vous paraît réaliste? Et parmi ceux-ci, combien y en a-t-il vraiment de dangereux? C'est quoi les pourcentages de prévalence? Oui, je comprends. Nous, on a des chiffres de prévalence des troubles psychiques d'environ une personne sur 5. 20% de la population à un moment donné dans sa vie, pas toute la vie évidemment. Donc une personne sur 5, des épisodes, alors qui peuvent être de la dépression, plus ou moins sévères. Ça veut dire que forcément on en a tous à proximité, dans sa famille, autour de soi. Donc oui, une personne sur 2, ça me paraît réaliste, ça peut même être plus. Deuxième partie de question. Et il y en a beaucoup qui sont... Alors, dans tout cela, la dangerosité est minuscule. Je dirais que tous les troubles psychiques, parce que ça intègre la dépression, les phobies, les troubles obsessionnels, dans lesquels il n'y a aucune dangerosité pour autrui. La dangerosité dans ces troubles, elle est toujours pour la personne elle-même, avec le risque suicidaire. Il y a 10 000 suicides par an en France. C'est ça la vraie, je dirais, la menace quotidienne, elle est là. Alors, la dangerosité pour autrui, elle apparaît dans les maladies les plus graves, effectivement, notamment les délires, en gros parce que la personne répond à une menace qu'elle imagine, qui est purement délirante, mais dans laquelle il y a une espèce de réponse d'autodéfense, avec des hallucinations. Si vous pensez que tout le monde cherche à vous tuer, vous vous défendez, pour faire très simple. Donc la dangerosité, elle est toujours limitée à ces moments-là, et c'est souvent qu'un moment dans la vie de la personne, de la maladie elle-même, dans lequel il y a une coupure avec la réalité. Mais c'est très faible comme prévalence. Et je suppose, tel que vous le décrivez, vous êtes capable de le sentir et le dépister, tout ça. Alors, c'est vous qui faites le choix entre ceux qui restent à l'hôpital et ceux qui sortent. Ceux qui restent, c'est qui? C'est votre choix. C'est le médecin, évidemment, qui a... Ouais. Alors, il y a un cas particulier, parce que quand on parle d'actes graves comme ça, qu'on appelle médico-légaux, Oui. quand il y a eu une intervention notamment de la justice, c'est qu'il y a une décision de placement, donc on disait, Oui, non, mais je ne parle pas de ça, moi. Je parle de ceux qui ne sont pas dangereux, que vous renvoyez chez eux. Je suppose ceux-là, vous pensez qu'ils ne sont pas dangereux. Bien sûr, bien sûr. Alors, on va rester sur ceux qui restent d'abord. Ouais. Qui sont-ils? Et vous les gardez combien de temps, les malades sévères? Alors, la durée moyenne d'hospitalisation en psychiatrie, c'est à peu près 1 mois en France. C'est très variable, ça peut être quelques jours à plusieurs années. Donc, des patients à risque, puisque c'est ça qu'on évoque, à risque de troubles du comportement grave, souvent restent un peu plus longtemps. Donc, c'est plusieurs mois. Alors, ceux qui restent très longtemps, voire une vie, c'est uniquement parce qu'ils ont eu affaire à la justice. C'est un internement carcéral, quelque part. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Non, ceux qui sont hospitalisés sous ce qu'on appelle des soins sans consentement, dans certains cas, on appelait ça avant les hospitalisations d'office, il y a un autre nom maintenant, SDRE, c'est une décision du préfet, des autorités, mais en milieu de soins. Donc c'est une décision de soins imposés. Cela, c'est nous qui décidons aussi de la sortie, avec un accord du préfet quand même, qui vient valider, avec souvent des expertises complémentaires, le fait qu'on puisse décider de la sortie. C'est le médecin qui a la main quand même. C'est le médecin qui donne l'avis initial. Final. Et mais final. Non, parce que dans le cas de placement, c'est encore une fois le préfet qui va dire oui ou non. Mais souvent, il diffère, par exemple. On dit que certains malades restent à vie dans... C'est exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, on a changé le fonctionnement des hôpitaux. Avant, il y avait des asiles où les personnes parfois habitaient effectivement toute leur vie. Aujourd'hui, l'hôpital n'est pas un lieu de vie. Alors parfois, exceptionnellement, ça peut durer quelques années. Ils retournent en prison, ceux-là Alors, ceux qui sont souvent dans les hôpitaux n'ont pas affaire à la justice. Ils sont considérés comme irresponsables pénalement. Certains sont considérés responsables pénaux, ils sont en prison. Et soignés en prison s'il le faut. Mais c'est 2 mondes très différents. Ceux qui ont affaire à la psychiatrie, normalement, ensuite, quand on considère qu'ils sont guéris de leurs troubles, en tout cas de leur dangerosité, ils retournent dans la vie générale. Finalement, c'est les psychiatres en France qui ont la peine capitale, qui ont le pouvoir de peine capitale, puisque vous pouvez décider de garder... Là, parce que capitale, ça évoque... Oui, mais vous avez déjà pris ces décisions, vous, d'interner des malades tout au long de leur vie? Ce n'est jamais une décision par anticipation. Notre objectif, c'est de retrouver le rétablissement du patient. Et dans toutes les pathologies qu'on prend en charge, on a toujours l'espoir qu'il y ait un rétablissement. Je ne dis pas guérison, parce qu'on sait que ce sont des maladies qui vont devoir être soignées à vie. Mais l'objectif, c'est d'arriver à une disparition de la plupart des symptômes, et en tout cas de la dangerosité. Et donc, parfois, on n'y parvient pas, donc les séjours se prolongent, mais on ne dit jamais, on est parti pour 1 an, on est parti pour 10 ans. Et c'est quoi les critères qui permettent de dire, à un moment, on sort et on est certain que c'est juste? Le contrôle des symptômes. Bon, il y a différents types de symptômes, l'humeur, les idées délirantes, les hallucinations, et en plus, la question de la dangerosité, effectivement, qu'on va peser quasiment au jour le jour, parce que c'est ça qui va faire qu'on prend un risque ou pas. On ne fait pas sortir un patient de l'hôpital quand on pense
pense qu'il est dangereux. C'est vraiment un des points essentiels. Et c'est une évaluation, vous voyez, qui reste humaine. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'instrument de mesure. Et donc, c'est notre expertise, notre expérience et notre charge, qui n'est pas simple, parce que c'est parfois des décisions lourdes, qui se basent sur nos évaluations cliniques. Et les vieux malades psychiatriques qui sont dans les hôpitaux depuis longtemps, il n'y a pas une tentation au laxisme, qui sont un peu oubliés dans la réévaluation, dans la facilité de ne pas les faire sortir? Ah non, parce que je peux vous garantir que tout pousse aujourd'hui malheureusement à libérer des places parce qu'on est en surcharge permanente. Donc dès qu'on peut imaginer un autre projet que vivre à l'hôpital, on le fait. Et la plupart des patients qui restent longtemps, c'est pas pour de la dangerosité. Il y en a très peu. Vraiment, moi j'en connais quelques-uns, mais c'est très peu. La plupart, c'est qu'ils n'ont pas de lieu de vie ailleurs et qu'ils ont besoin de soins encore parce qu'ils ne sont pas vraiment autonomes. C'est ça qui fait que parfois ça se prolonge. Mais c'est exceptionnel de garder un patient uniquement parce qu'il serait dangereux toute sa vie. Il n'y a pas de patients dangereux toute leur vie. Il y a des patients qui ont des épisodes de troubles qui nécessitent des soins. En dehors, on est d'accord qu'on ne parle pas là de personnes qui seraient délinquants par ailleurs et qui ne relèvent pas de la psychiatrie. Alors vous avez dit c'est une décision humaine, donc l'erreur étant humaine, vous justifiez en fin de compte que vous puissiez vous tromper. Ça c'est un peu pratique. N'ayant pas d'instrument, c'est quoi votre degré de certitude quand il est toujours très multifactoriel. On ne prend jamais des décisions seules, par exemple. Dans une question comme ça, on est toujours plusieurs, heureusement. il y en a qui signent. Alors, il y a toujours un responsable, au final. C'est le chef de service. Bon, c'est le chef de service. Mais c'est jamais vous voyez, une décision individuelle. Ou alors, c'est qu'il y a un problème. Il y a des études et des chiffres là-dessus, sur la sortie des malades et de leur dangerosité, ou ça reste un domaine empirique? Alors, ce qu'on a comme chiffre, c'est le nombre, ou en tout cas le pourcentage de rechutes possibles après une hospitalisation. On sait que dans à peu près un tiers des cas, il va y avoir une réhospitalisation plus tard, puisqu'on est dans le cadre de maladies chroniques. Et souvent, quand on est un peu pressé, qu'on est obligé de faire trop vite, malheureusement, à cause du système. Mais ce n'est pas sur la dangerosité elle-même, parce que, encore une fois, la dangerosité, c'est le critère qui fait qu'on ne va jamais prendre une décision à la va-vite dans ces cas-là. Vous pensez que c'est une chose qui va sortir? On voit que l'hôpital est en pleine ébullition, tout le monde s'attend à ce que l'hôpital explose. Est-ce que ça va être une des choses qui va arriver dans le débat, ça? C'est en tout cas une des raisons qui fait, c'est notre cas aujourd'hui, qu'on parle de ces problèmes-là, parce que c'est vrai que ça touche tout le monde. Quand on se dit on est en danger parce qu'il y aurait des malades non pris en charge, etc., évidemment, ça attire l'attention. Pour nous, c'est vraiment une question assez marginale, parce que je ne l'ai pas dit, mais parmi les, je crois, 700 homicides qu'il y a en France, par exemple, tous les ans, la part d'auteurs qui seraient des porteurs de maladies psychiatriques, c'est infime, c'est quelques dizaines. C'est important, effectivement, de le dire. Alors, vous avez signé la feuille de sortie. Le patient sort. Vous l'organisez comment la sortie? Avec la famille, le médecin traitant? Qui joue un rôle là-dedans? Alors, souvent, ce n'est pas d'ailleurs d'un jour à l'autre. On a des préparations à la sortie. Très souvent, ce sont des permissions de sortie d'abord. On fait rarement une sortie d'un jour à l'autre, comme ça, complète. Donc, le patient va être accompagné d'abord quelques heures, quelques jours à l'extérieur, tout en revenant ensuite à l'hôpital. Et puis, on travaille effectivement beaucoup avec l'entourage, la famille, qui va assurer, c'est surtout la prise en charge, c'est-à-dire veiller que le traitement soit pris correctement, qu'on ait des alertes s'il y a des soucis. Et il y a en plus une procédure qui est récente, qui date de la loi de 2011, qui permet de faire des programmes de soins en ambulatoire, c'est-à-dire que le patient reste obligé de se soigner en étant à l'extérieur. Donc des soins sous contrainte à l'extérieur de l'hôpital. Ce qui est un peu compliqué, parce qu'évidemment, on ne peut pas être derrière lui tout le temps, mais ça donne un cadre légal dans lequel la personne sait qu'elle doit se soigner, parce que le principal motif de rechute, c'est l'arrêt des soins le plus souvent. Et les autorités judiciaires, les autorités non médicales sont prévenues dans certains cas de ces sorties de patients, de ces sorties hospitalières? Toujours, donc je vous disais le préfet, c'est-à-dire les autorités et donc la police potentiellement, mais vraiment, on ne prend pas de risque du tout. Donc on ne va pas prévenir la police d'un patient qui serait dangereux, parce qu'on considère que si on l'a fait sortir, c'est qu'il n'est pas dangereux. D'accord. Et en ville, le virage ambulatoire, la sortie vers la ville, elle se passe où? Dans des institutions, dans des appartements thérapeutiques, à leur domicile, chez des proches? Comment ça? Qui choisit comment? Alors, on est amené, parce que c'est une volonté générale et je crois que c'est vertueux, à organiser plus de soins, effectivement, maintenant à l'extérieur de l'hôpital. Pendant très longtemps, la psychiatrie a été hospitalo-centrée. C'était les asiles, c'était les grosses structures. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas du tout souhaitable. Donc, quand la personne a un domicile, c'est un paramètre essentiel. On va organiser les soins autour de son domicile, des consultations à proximité ou même des soins chez lui. On peut se déplacer. Nos équipes se déplacent très régulièrement
l'isolement. On a maintenant ce qu'on appelle quasiment des hospitalisations à domicile. Donc ça, c'est un premier point. Il y a toutes les personnes qui n'ont pas de domicile, parce que malheureusement, elles l'ont perdu à cause de leurs difficultés, ou qui ne sont pas autonomes pour vivre seules, qui n'ont pas une famille qui peut les porter. Et donc là, c'est ça qui est très long en fait en France, c'est qu'on cherche des structures d'accueil, qui sont des structures en général d'hébergement adaptées, comme pour d'autres handicaps. Les troubles psychiques peuvent générer un handicap au long cours, et donc ce sont des foyers ou des maisons d'accueil spécialisées dans lesquelles il y a un environnement qui n'est pas du soin, puisqu'on n'est pas dans l'hôpital, mais qui est des éducateurs, des personnes qui viennent assister, et dans lequel nous-mêmes, on va intervenir pour veiller au bon maintien du traitement. Vous dites très long en France, ça veut dire qu'il y a des pays où ça c'est mieux organisé ? Il n'y a pas de pays malheureusement modèle à ce niveau-là. Beaucoup de choses ont été faites dans certains pays à l'extrême en fermant quasiment tous les lits de psychiatrie, ce qui est vraiment une catastrophe. L'Italie par exemple. D'autres l'ont fait beaucoup mieux. Les États-Unis également, c'était extrême. L'Angleterre par exemple a fermé des lits mais en ouvrant beaucoup de structures à l'extérieur de l'hôpital. Nous on est un peu entre les deux et en tout cas on manque de foyers. Il y a au moins 10 ou 20 000 personnes qui ont des troubles psychiques qui sont dans les hôpitaux en attendant une place aujourd'hui et qui sont des places manquantes dans ces structures. Donc si je comprends bien, c'est un choix que vous assumez avec toute une structure autour. Est-ce qu'il y a des endroits mieux lotis que d'autres ? C'est-à-dire par exemple vous Créteil, gros centre, tout le monde n'a pas vos équipes et vos structures. Est-ce qu'il y a une inégalité en France sur ce traitement des sorties ? Oui. Enfin, c'est surtout les capacités, comme on dit, d'accueil qui sont très variables d'un territoire à l'autre. Parfois, vous savez, la psychiatrie est sectorisée, donc c'est d'une ville à l'autre. Parfois, que malheureusement, il y a une inégalité qui peut être grave du fait que vous habitez dans une ville ou dans une autre, vous n'aurez pas les mêmes moyens de soins. Créteil, malheureusement, je peux vous dire, Créteil n'a pas plus de moyens que d'autres. Dans ce domaine-là, on a des équipes universitaires qui font notre psychiatrie, mais on est tous les jours sursaturés dans mon service. Ces patients, nous avons eu envie de les entendre. Notre rédacteur en chef, Thierry Boursa, est allé à leur rencontre à la Maison des usagers de Lille. Des images d'Oriane Loiseau. Chut, on n'en parle pas, c'est-à-dire de la psychiatrie. C'est pas un mot que je vais utiliser, psychiatrie. Il ne faut pas en parler. Mais moi, non. J'ai besoin de dire, besoin de crier, besoin d'hurler. J'ai souffert, mais je ne dois pas le dire, je ne peux pas le dire. J'ai été enfermée dans les années 80. Il n'y avait rien, on sortait, on n'avait qu'une envie, c'est de repartir dans l'enfermement. Sur ces 5 ans d'enfermement, je revenais chez moi, pouf, je repartais à l'hôpital, allez hop. 8 jours après, j'étais repartie, pimpon. 8 jours après. Il n'y avait rien pour moi. Qu'est-ce que je vais venir ? Je ne sais pas le faire chez moi, je ne sais plus aller faire mes cours, je ne sais plus rien. On est inadapté quand on est enfermé. On nous donne à manger, la pilule, au lit, puis on est très bien dans son lit. On a peur. Quand on touche l'herbe, on ne la reconnaît plus, puisque c'est comme quand on est enfermé en prison. Bon, moi j'utilise ce mot-là. C'était comme ça, c'était carcéral. Donc il n'y a rien pour nous, c'était pas prévu. 80-90, c'était pas prévu, il n'y avait pas ces structures. Ce qui m'a plus traumatisé dans la vie, c'est pas tous mes débordements, partout où je suis passé, que ce soit les addictions ou quoi que ce soit, c'était ces passages, ce que je dirais en psychiatrie lourde. Pour rendre plus fou les gens, il n'y a pas mieux d'être H24, excusez-moi du terme, je vais être poli, à s'ennuyer. Aucune activité, on veut parler, s'exprimer, on n'a pas vraiment d'écoute. On est très, très, très infantilisé. Et moi, tout ce qui m'a plus choqué dans mon parcours, ça a été les hospitalisations. Et là, je me dis, je suis déshumanisé, je ne suis plus maître de quoi que ce soit, on décide tout pour moi. Ce que j'ingurgite, les drogues, etc. Aucune activité, mais aucune activité de la journée. Franchement, si on veut rendre quelqu'un de fou, selon la définition que vous y mettez, vous le mettez là, n'importe qui, il le devient. Je ne pense pas que ce soit un soin. Je ne pense pas. J'en suis sûr d'ailleurs. Et je pense que quand on est souffrant d'une maladie psychiatrique, on se sent mais vraiment abandonné et seul sur Terre. Moi, à 33 ans, je me suis retrouvé en famille d'accueil. C'est-à-dire que je me dis, même ma propre famille m'a abandonné. Mon père ne comprenait pas son fils, comment ça se fait, ceci, cela. Au bout de 5 ans seulement, seul 5 ans. Il a demandé un rendez-vous avec ce psychiatre, qui aura leur retraite maintenant. Il dit, écoutez, monsieur, ça fait 5 ans que vous voyez mon fils, je voudrais savoir de quoi souffre mon fils. Quand on a dit à mon père, est à limite, borderline, il ne savait même pas ce que ça voulait dire. On se sent vraiment seul. Même la famille ne comprend pas. Mais il y a de plus en plus de gens à l'extérieur qui ne savent pas où se diriger. Quand on sort de l'hôpital, on est complètement déconnecté des réalités
Et il y a de moins en moins de lits dans les hôpitaux, on les garde de moins en moins longtemps, mais on n'a pas inventé les structures qu'il fallait pour les accueillir. C'est ça j'ai voulu aller dans la rue. Quand on se dénigre au point d'être comme une serpillière ou moins que rien, on va dans la rue. Ça, on est chaud dans la rue. On peut y aller. Ouais, des mots très forts recueillis dans un centre géré par la MGEN à Lille. Votre commentaire, Antoine? Alors, bon exemple de ce que je disais, c'est-à-dire que l'hospitalisation devrait être le dernier recours et que tant qu'on peut faire autrement, on doit faire autrement. Parce que ne serait-ce que l'isolement de la vie quotidienne pendant parfois des mois, encore une fois, ça peut durer longtemps, conduit à ça, cette espèce de perte d'autonomie qui est l'inverse de ce qu'on souhaite faire. Alors, c'est ces gens qui sont très bien, qui sont vraiment... On se dit, mon Dieu, comment ces gens-là se retrouvent dans l'hôpital psychiatrique. Les mots qu'ils disent, prison, rend plus fou que les fous, infantilisation, déshumanisation, abandon. Vous acceptez toutes ces critiques de l'hôpital d'autrefois? J'ai bien dit d'autrefois. Alors d'autrefois, sauf que vous savez bien que nos hôpitaux sont quand même en crise, je crois qu'on peut le dire comme ça, et on a des problèmes de fonctionnement quotidiens et qui touchent avant tout les effectifs de personnel. Les soins en psychiatrie, c'est avant tout du soin humain qui consomme beaucoup de temps. Et donc aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de structures n'ont pas les moyens de bien soigner. Et donc, comme on a peu d'alternatives à l'extérieur et qu'on est obligé d'hospitaliser quand même beaucoup encore de patients, mais qu'on n'est pas assez nombreux pour nous en occuper, je pense que moi, c'est pas que j'accepte cette critique, c'est que je la défends également. Nous avons besoin de moyens supplémentaires pour mieux faire. Mais les mots sont durs des malades. Là. On parle de maltraitance dans les EHPAD. Est-ce qu'on peut parler de maltraitance dans les hôpitaux psychiatriques? Ce sont des questions de dignité qu'ils le laissent transparaître. Tout à fait d'accord. Alors j'espère qu'on n'en est pas à ce point-là. Ce que décrivent bien ces personnes, et ça je le conçois bien parce qu'on le voit tous les jours, c'est la notion d'ennui par exemple. On ne peut pas dire que ce soit de la maltraitance. Mais c'est vrai que passer des journées à ne rien faire parce qu'il y a une infirmière pour 20 malades qui doit s'occuper des traitements, qui doit s'occuper... le sentiment d'abandon. Alors, la personne qui dit moi, l'hôpital me rend fou. Oui, alors après, il faut voir aussi quelle était la souffrance initiale, mais malheureusement, nos moyens humains, là encore, ne sont pas suffisants pour pallier à ce sentiment en gros, de perte de repères, parce que quand on arrive à l'hôpital, c'est qu'on est perdu, et donc on devrait être plus présent autour de ces personnes, et ça, on n'y arrive pas à le faire assez. On le fait quand même, évidemment, il y a du soin, mais qui ne nous paraît pas suffisant par rapport au volume de problèmes dont on a à faire. En tout cas, l'hôpital, c'est pas fait pour les longs séjours. Ça, exactement. On nous donne les moyens qui sont les mêmes que pour traiter une maladie, je dirais, aiguë, et pas du tout s'occuper de la vie quotidienne d'une personne qui parfois habite à l'hôpital, enfin c'est pas le bon mot, mais dans les faits, pendant des mois, voire des années, donc qui n'a pas pour autant son appartement avec tout ce qu'on a quand on vit chez soi. Alors on pourrait reprocher d'émouvoir un peu tous ceux qui nous regardent par ces malades qui se feraient émouvants, mais il ne faut pas oublier le sujet du jour qui est la dangerosité de ces malades. Alors d'abord, avant de dire qu'ils sont dangereux pour les autres, est-ce qu'ils sont dangereux pour eux ? Avant tout, ils sont dangereux pour eux-mêmes. Enfin, on ne peut pas globaliser, mais la plupart des troubles psychiques s'accompagnent d'un risque dépressif et donc d'un risque suicidaire. Et donc, je vous disais, 10 000 suicides par an, plus de 200 000 tentatives de suicide. Donc, c'est le risque souvent majeur dans ces pathologies. Ensuite, c'est des pathologies qui exposent les personnes elles-mêmes à la violence des autres personnes. Donc on sait que les personnes malades sont beaucoup plus victimes malheureusement de leur entourage ou des autres qu'elles-mêmes soient auteurs de faits. Donc vraiment là-dessus, il y a des statistiques, c'est indéniable. On s'arrête 30 secondes. En clair, il y a plus de malades psychiatriques tués par les autres que de malades psychiatriques qui tuent les autres. Oui, enfin, alors tuer, il n'y a pas que ça, heureusement, mais victimes d'agression, de maltraitance, bien sûr, parce que c'est des personnes vulnérables, tout simplement, et malheureusement, certains profitent de la vulnérabilité de ces personnes dès le plus jeune âge et pendant toute la vie. Vous avez l'impression, Nicolas, que les gens ont ce sentiment de dire que les malades psychiatriques sont moins dangereux qu'eux-mêmes par rapport à ces malades ? C'est peu connu, cette vulnérabilité. Aujourd'hui, comment vous essayez de prévenir cette vulnérabilité et préparer à cette vulnérabilité, notamment en passage ambulatoire?
Oui. Un des objectifs du soin, c'est évidemment de restaurer l'autonomie, une meilleure défense. Alors pas que contre l'hostilité des autres, heureusement, c'est pas que ça dans la vie. Mais quand même, Mais j'insiste parce qu'effectivement, les représentations ne sont pas du tout celles-là. Vous avez cité des sondages où on sait très bien, et on nous en fait nous-mêmes, que les malades psychiatriques sont considérés comme dangereux, alors que c'est infime. Et à l'inverse, on oublie que ce sont elles-mêmes souvent ces personnes qui sont victimes, ou en tout cas maltraitées. La plupart de nos patients ont vécu des traumatismes. C'est beaucoup plus que la population générale. Il y a une chose qui m'a beaucoup choqué dans ces témoignages, c'est celui qui dit mon père a mis 5 ans avant de demander ce que j'ai au psychiatre. Ça veut dire que la communication... alors peut-être que le père n'était pas un pro de la communication, mais le psychiatre qui traitait son fils, sans doute pas non plus, parce que on est surpris par ce délai. Bien sûr. Alors pendant longtemps, je crois qu'on avait un problème, en tout cas en France, sur la communication aux familles, qu'on excluait, je pense, pendant longtemps, des soins. On ne leur parlait pas quasiment. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est vraiment essentiel. Donc on essaye de faire de mieux en mieux pour informer. Alors toujours sous couvert du patient. C'est à lui de décider qui veut qu'on informe ou comment, quand il en est apte. Mais c'est essentiel. Les malades ont toujours un entourage sur lequel s'appuyer, quand ils en ont un, qui est essentiel dans ces cas-là pour la prise en charge. Et qui est le chef d'orchestre de tout ça? C'est-à-dire qui prépare la sortie, qui informe les familles, qui rend le malade moins vulnérable, en tout cas qui le prépare à sa vulnérabilité. Et à l'extérieur, qui est aussi le chef d'orchestre du retour? Alors c'est une très bonne question, parce que comme on l'a dit, c'est souvent plusieurs personnes qui interviennent, un réseau quasiment on pourrait dire, autour de la personne quand on a des pathologies assez lourdes. Et donc il faut une coordination. Jusqu'à présent, traditionnellement, c'est encore le médecin, alors soit le psychiatre quand il est au cœur, quand il est intervenu, soit ça peut être le médecin traitant, qui va piloter un petit peu les choses. On sait que c'est trop lourd aujourd'hui, qu'ils n'ont pas trop le temps de le faire. Et donc il y a des métiers, vous savez, nouveaux, comme dans d'autres maladies chroniques, qui sont proposés aujourd'hui de coordinateurs des soins. Ça peut être souvent des infirmiers ou des anciens infirmiers ou des métiers nouveaux pour effectivement garantir que les soins sont maintenus dans le temps. On a un gros problème dans les maladies mentales de maintien dans les soins et c'est une cause de rechute majeure. Donc il faut effectivement un coordinateur, un chef d'orchestre qu'on pourrait dire, évidemment en association avec le médecin qui reste au cœur quand même des décisions médicales. Et ça fonctionne concrètement, aujourd'hui, la consultation moyenne d'un médecin, c'est 15 minutes pour les médecins généralistes. Alors certains s'y impliquent beaucoup quand même, malgré ça. Alors on dit un quart d'heure en moyenne, quand il faut dépasser, certains arrivent à dépasser. Donc quand ils sont surtout au contact du patient depuis longtemps, le médecin de famille, c'est vraiment essentiel dans ces cas-là. Et même quand il y a un psychiatre dans l'avion, je dirais, ils vont travailler ensemble. Et dans ce cas-là, ça décharge l'un et l'autre de ce qui peut être fait par le réseau. Moi, je suis le témoin pour dire que vous avez un service qui fonctionne et que vous êtes toujours très alerté par ça. Vous avez des relations, vous, avec les médecins traitants? Ça vous arrive de les appeler? Oui, bien sûr. Alors pour une autre question qui est celui des soins somatiques, comme on dit, non psychiatriques de nos patients, dont on sait qu'ils sont très très mal faits aujourd'hui. La plupart dans toutes les maladies mentales, il y a un déficit de soins somatiques pour plein de raisons. L'accès aux soins, le refus de soins des patients. Et on sait que les malades mentaux, malheureusement, ont une espérance de vie diminuée de plus de 10 ans par rapport à la population générale parce qu'ils sont mal pris en charge par eux-mêmes d'abord, mais par le système. Donc on essaie de créer des liens. Alors aujourd'hui, le problème, c'est comme vous disiez, la démographie, le manque de temps, mais c'est essentiel et on travaille beaucoup à la création de réseaux spécifiques autour de ces pathologies. Alors on dit que dans 80% des cas, les symptômes s'améliorent dès qu'ils sont traités. On va reprendre l'exemple de l'incendie parisien. Vous en avez sans doute marre, vous avez fait le tour de tous les médias français à ce moment-là. Ça a coûté la vie de plus de 10 personnes. Un juge avait estimé qu'elle ne représentait plus de danger pour elle ou pour les autres. Erreur cruelle de ce juge, mais il y a une responsabilité évidente de l'équipe médicale et du suivi, là, non? Alors moi, franchement, c'est difficile de juger de loin, mais ce qu'on peut imaginer, malgré tout, on peut tout imaginer, mais ce qu'on peut imaginer, c'est qu'un État, à un moment donné, ne présume pas de l'avenir. On peut considérer qu'un patient est rétabli et il peut rechuter malgré tout plus tard. Alors là, ça s'est fait visiblement assez vite, donc c'est troublant évidemment, mais il y a 2 paramètres. Il y a cette imprévisibilité. Une rechute, ça peut arriver à tout moment et on ne va pas pour autant garder à l'hôpital
toutes les personnes qui ont un potentiel de rechute, donc on essaie de le garantir au maximum. Et deuxième chose dans cette affaire-là, vous savez sûrement, enfin ce que j'en ai vu, c'est la concomitance d'une consommation d'alcool, en gros, qui aggrave toujours. Donc la dangerosité est multipliée par beaucoup dès qu'il y a des prises d'alcool ou de drogue qui sont malheureusement fréquentes et qui sont incontournables dans la vie ouverte, parce que l'accès à l'alcool est permanent. Et je crois que dans cette affaire-là, c'était plutôt des rechutes de consommation d'alcool qui occasionnaient des rechutes. Mais qui doit alerter dans ce cas-là? Ce qui doit signaler? Le médecin de famille quand il y a ces rechutes, quand il y a ces risques, l'entourage? Est-ce qu'il y a une manière de pouvoir alerter pour que l'entourage ou tout cet écosystème autour, pour qu'eux-mêmes alertent? Oui, alors c'est ce qu'on essaie d'organiser dans le suivi, effectivement, d'avoir des relais, d'avoir d'une part de signaler aux personnes à qui s'adresser quand il y a un problème, et on essaye de multiplier les recours possibles, parce qu'effectivement, on ne peut pas se reposer que sur le médecin traitant ou que sur la famille. Il faut qu'il y ait une coordination de tout ça. Mais on y travaille justement avec ces fameux réseaux, ces programmes de soins dans lesquels vraiment on essaie de planifier les choses, parce que c'est une situation complexe, hein, il faut l'admettre qu'il y a des situations pour lesquelles il faut beaucoup de temps et beaucoup de préparation pour pouvoir faire les choses. Et il y a beaucoup d'échappements au système? Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas soignées, évidemment, malheureusement, parce que c'est des maladies dans lesquelles il y a un déni des troubles, tout simplement, parfois des années avant qu'il y ait une acceptation du fait qu'on est malade, du fait qu'on a besoin d'un traitement. Et nous, on se bat tous les jours, en fait, c'est quasiment notre problème majeur, pour faire accepter les soins et pour faire maintenir les soins au long cours. Est-ce qu'il y a des malades qui disparaissent du contrôle aussi? Oui, bien sûr, parce que ça, rien n'empêche à quelqu'un de prendre l'avion, de partir loin, enfin, ça arrive aussi quotidiennement. Oui. Messieurs, 32 minutes déjà d'émission. Cette émission n'est pas en direct, exceptionnellement, mais nos plus fidèles internautes ont préparé des questions. Alors ça reprend un petit peu, évidemment, les gens n'assistant pas à l'émission en direct ont posé des questions qui vont un peu recouper ce que vous avez dit, mais un de nos internautes dit « Et la compétence médicale qui fait que ces malades sont moins examinés pour des pathologies courantes ?» On comprend que ça marche pour le psychiatre qui connaît, je vais me faire insulter, mal la médecine de tous les jours, mais aussi certains médecins pressés devant des malades qui sont plutôt à problème relationnel. Et il y en a un autre qui ajoute, l'espérance de vie de ces patients est en moyenne de 10 ans inférieure à celle de la population générale, parce qu'on passe à côté des maladies habituelles. Et alors c'est un vrai problème aujourd'hui, on le sait bien. Les malades, enfin ces personnes ont du mal à consulter, c'est sûr, pour plein de raisons. Et par ailleurs, ils sont souvent un peu rejetés du système de santé. Il faut être clair, quand vous adressez un patient qui a une maladie mentale à un collègue qui n'est pas prévenu, qui n'a pas cette expérience, très souvent, ça se finit mal. Alors, il y a des choses très stigmatisantes. On note très vite dans un dossier, moi je vois ça à l'hôpital, psy, un patient qui est considéré comme psy, ce qui ne veut absolument rien dire, parce que ce n'est pas une maladie. Oui, sur des cardiaques. Et voilà. Ouais, et c'est en plus très négatif, ça veut dire en gros, il n'y a peut-être pas... C'est peut-être pas vous... Ça, c'est vous qui trouvez ça négatif. Ça peut être aussi un avis de dire qu'il faut que ça soit vu par un psy, quoi. Oui, alors ça peut être le cas, mais très souvent, on sait très bien que ces personnes-là sont moins bien prises en charge au plan somatique, et donc on se bat tous les jours pour que ça soit rétabli. C'est compliqué, parce qu'évidemment, c'est des patients plus complexes, plus lourds, sur différents niveaux, mais il y a toute une information à faire, et aussi... ça vous choque, ce confrère qui, les psychiatres ne connaissent pas grand-chose à la clinique? C'est la légende? Mais non, alors c'est simplement qu'on a fait les mêmes études de médecine que les collègues, les confrères, et que si on se spécialise dans un domaine, et quand on fait de la psychiatrie, on se spécialise en psychiatrie, évidemment, on devient moins expérimenté dans les autres domaines, et donc c'est pour ça qu'on est censé travailler en collaboration, ce qui n'empêche que, en tout cas à l'hôpital, nous sommes souvent les médecins généralistes de nos patients, parce que de fait, ils n'en ont pas encore, ou ils ne sont pas disponibles, et donc on fait beaucoup de soins somatiques, je peux vous garantir, dans les hôpitaux, et on les fait comme on peut, mais je pense qu'on les fait bien quand même. Alors, il y a une question qui concerne les voyages. Les voyages sont-ils permis? Comment procéder pour faire voyager, pour que ces malades puissent bénéficier de voyages? Alors, on peut considérer qu'une personne qui est soignée et rétablie doit avoir une vie tout à fait normale comme vous et moi. Et donc, il n'y a pas de limitation au voyage par principe, à partir du moment où on a prévenu qu'il fallait maintenir un traitement et donner les conditions de suivi du traitement, voire de relais sur place. Alors, ça dépend où et combien de temps, pour être sûr qu'on ne se lance pas à l'aventure sans
sans balise, un petit peu, mais c'est tout. En dehors des cas très exceptionnels dans lesquels, je vous disais, on peut imposer des soins quasiment, des consultations régulières, où là, il faudra organiser que les consultations soient faites éventuellement ailleurs, mais c'est une situation vraiment extrême. Une question qui ne va pas vous plaire, les psychiatres sont très forts pour mettre des camisoles chimiques, donc c'est à eux de régler le problème. Alors, dans la notion de camisole chimique, on confond souvent deux choses. Il y a des moments dans lesquels il faut à tout prix faire ce qu'on appelle une sédation, c'est-à-dire éviter la crise dangereuse, violente. Et là, c'est vrai que c'est une sédation qui est peut-être un peu préférable à une sédation, à une contention mécanique, par exemple. Il vaut mieux calmer une personne plutôt que de l'attacher ou que de le mettre dans un lieu complètement fermé. Donc ça, c'est la phase aiguë. Et puis après, nos traitements visent à soigner la maladie sous-jacente et donc à faire disparaître le délire ou les hallucinations ou d'autres phénomènes. Mais aussi une médecine de prévention, c'est-à-dire on en met un petit peu plus pour être tranquille. Je suis un peu caricatural, mais enfin c'est... Non, on va prendre des précautions quand il y a une dangerosité qui peut passer effectivement par une sédation plus ou moins forte selon la situation. Mais encore une fois, le traitement principal, c'est la cause, en gros, c'est la maladie qu'on va soigner et qu'on soigne quand même bien souvent grâce au traitement qu'on a aujourd'hui. Toujours face à des problèmes d'observance ou pas ? Très très souvent, je crois que c'est un des problèmes quotidiens parce qu'il faut se représenter, la maladie mentale qui commence en général entre 15 et 25 ans. Un jeune adolescent ou jeune adulte, quand on va lui expliquer qu'il a une maladie sévère, dont il n'a parfois pas du tout conscience parce qu'il était dans un autre monde, mais sans s'en rendre compte, et surtout devoir suivre un médicament, alors qui parfois n'est pas facile aussi, parce qu'il y a des effets secondaires, il y a un certain nombre d'inconvénients, tous les jours. Les implants, c'est pas une solution ? Alors, il n'y a pas vraiment d'implant, il y a des injections qu'on peut faire tous les mois ou tous les 2-3 mois. Qui est déjà un peu mieux. Qui améliore un petit peu le suivi. Mais il y a vraiment une question d'acceptation et une partie de notre travail, médecins, mais souvent aussi l'équipe qui va ensemble, qui va avec, les infirmiers, les autres intervenants, c'est d'améliorer cette acceptation des soins. Un internaute nous précise qu'en France, la schizophrénie représente 20% des hospitalisations psychiatriques et 1% des dépenses de santé. Donc sa question est, l'argent est-il un facteur déterminant ? Et vous en avez peu parlé finalement. Quelle est la place de l'accès aux soins et des financements de ces soins ? Alors on peut dire qu'on dépense beaucoup il y a des dépenses importantes liées aux maladies psychiques, notamment en arrêt de travail, avec la nécessité de pallier un certain nombre d'effets de la maladie. On dépense assez peu en soins directs. Les soins en psychiatrie, c'est souvent du temps humain, donc c'est ça qui coûte cher, mais on n'a pas assez de ressources dans ce niveau-là. Donc je pense vraiment, si on soignait mieux, plus tôt, parce qu'il y a vraiment la notion de traitement précoce, et ça veut dire donc d'être très disponible pour les jeunes adolescents, jeunes adultes, pour faire des prises en charge plutôt ambulatoires qui coûtent moins cher, pour pouvoir soigner et dépister plus tôt, et donc éviter le handicap, éviter la chronicité, on ferait beaucoup d'économies. Donc c'est ça qu'on essaie d'expliquer aux décideurs, c'est-à-dire que si on investit un petit peu plus en amont, on aura en plus des économies. Ça se compte en milliards. C'est évidemment des choses très, très, très importantes. On nous fait la remarque qu'il ne faut pas oublier les équipes mobiles psychiatriques précarité qui font un gros boulot et pas toujours reconnus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Heureusement, il y en a, mais pas assez. Parce que vous voyez, c'est encore plus dur. C'est-à-dire aller à la rencontre des personnes qui sont dans la rue, qui ne demandent rien à personne, qui souvent n'acceptent pas grand-chose, et pourtant, pour lesquelles on arrive je dirais, petit à petit à construire un projet de soins avec elles. Un de téléspectateurs nous signale d'ailleurs que beaucoup de ces malades sont dans la rue. Ça représente une grande partie des gens qui sont sans domicile fixe. Voilà, une grande partie des personnes sans domicile ont des troubles psychiques. Quasi-totalité, non ? Je ne crois pas. Il y a une nouvelle précarité liée aux finances, ça c'est sûr. Mais... Voilà, aux migrations, beaucoup. Ouais. Dans les chiffres, c'est au moins un tiers, effectivement, jusqu'à peut-être un demi, la moitié. Mais oui, alors après, on peut considérer que n'importe qui vivant à la rue, à un moment donné, va avoir des troubles psychiques parce que c'est juste invivable. Bon, mais si on va dépasser, si on ne fait pas les conclusions, juste pour dire qu'il existe des établissements sanitaires d'aide par le travail, c'est pour répondre à la question tout à l'heure de l'ennui. On l'a signalé. Allez, 2 questions pour conclure. Je vous laisse la première, Nicolas. Alors, en première ligne, pour faire le lanceur d'alerte, ce n'est pas le psychiatre, mais parfois le médecin généraliste. Le plus souvent psychothérapeute, infirmière ou famille. Tous ces gens formés, tous des gens formés, une dérive parfois délicate à détecter. Vous confirmez ou pas ? Et sont-ils suffisamment formés ? Les médecins généralistes, les médecins traitants. Non, mais dans toute la chaîne, puisque toute la chaîne. C'est quelque part, on vous fait faire l'introduction au débat qui va venir. D'accord. Le médecin traitant essentiel, encore une fois, parce qu'il connaît l'environnement et il peut voir
les choses évoluer, c'est-à-dire apparaître au Et début. l'infirmière libérale qui vient faire une injection de... Alors l'infirmière, elle est essentielle dans le parcours, comme on dit. C'est-à-dire que, évidemment, si elle est en lien avec le médecin, elle va pouvoir échanger sur ce que vous disiez, prévenir quand elle va se rendre compte de quelque chose. Ça peut être l'assistante sociale avec qui on va devoir travailler pour trouver des solutions de réinsertion. Effectivement, la santé mentale, c'est forcément une collaboration. Vous ne parlez pas de la psychothérapeute, vous l'oubliez Si, bien sûr, l'équipe non. médicale, parce que sinon, tout à l'heure, vous allez avoir des problèmes avec les psychothérapeutes qui vont être là. Bien sûr, dans les soins, il y a les traitements médicamenteux et tout ce qu'on appelle maintenant les traitements non médicamenteux, dont les psychothérapies sont effectivement essentielles. Est-ce que c'est de l'hospitalisation à domicile, en fin de compte, ce que vous faites, ou ça n'a rien à voir? Si, il y a une partie de ce qui... Mais dès que vous faites sortir un malade sévère, quelque part, ça devient de l'hospitalisation à domicile, non? Alors, c'est l'hospitalisation à domicile si on considère qu'on va le voir très souvent chez lui. Si c'est juste le faire venir lui-même dans une consultation ou dans un hôpital de jour, on n'a pas parlé de ça, mais c'est aussi une alternative importante, ce sont des soins, on dit ambulatoires, donc ça couvre un champ très large. Allez, dernière question, est-ce que vous avez eu peur, vous, dans l'exercice de votre métier? Alors, la psychiatrie, c'est un métier difficile, avec les risques. Donc, des inquiétudes sur prendre la bonne décision, oui. La peur immédiate, alors heureusement, avec l'expérience, c'est un peu moins fort. Mais, alors, je peux vous dire, tous les jours, enfin, plusieurs fois par semaine, je me fais insulter et menacer par des patients parce qu'ils sont en crise. Bon, on finit par avoir quelques défenses, mais c'est pas toujours facile. Pour les plus jeunes qui débutent, les infirmiers qui débutent, c'est jamais simple. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'Antoine Pellissolo fait près de 2 mètres, donc ça doit être un petit peu dissuadé. Mais enfin bon. Allez, ce JDF est terminé, mais on ne se quitte pas. La soirée se poursuit avec un débat prometteur avec les représentants d'autres professions de santé auxquels vous allez être confrontés, Antoine. Allez, le générique, et on se retrouve à 20h20, très précise.